L'oncle Julien, las d'une vie d'aventure et de mystère, retrouve les siens après 50 ans d'absence. Mais le vieil aventurier meurt subitement et le médecin soupçonne un acte criminel. L'enterrement a lieu 2 semaines plus tard. Un jour de juillet, un podcast en 21 nouvelles de Philippe Crubézy. Aujourd'hui, Peur sur la ville. Lecteur Alain Rimou. Musique Charlie Nelson. Place du Général Catroux, Paris 17e. Assis fièrement, le buste droit, main sur la hanche, rapière négligemment posée sur les genoux, D'Artagnan veillait à la tranquillité d'Alexandre Dumas. Comme à son habitude, une fois la porte de l'immeuble refermée derrière lui, Edmond Laurent leva amicalement son chapeau, aujourd'hui chapeau de paille, soleil de plomb obligé, en direction du mousquetaire aux aguets. Le vieux toubib ne désespérait pas qu'un jour D'Artagnan lui rende la politesse. Il serait beau et poétique, quoique peut-être inquiétant, le monde où les statues considéreraient à leur tour les passants, voire leur feraient un brin de causette, même muette. Enfant, pendant les vacances d'été, Edmond et ses cousins jouaient régulièrement aux 3 mousquetaires selon une répartition des rôles immuable. La grande cousine, la plus âgée du groupe et qui avait décidé de qui serait qui, d'autorité campait D'Artagnan. Son petit frère était Aramis, tandis que le fils des gardiens de la grande maison, robuste, préado et très paysan aux yeux des petits citadins, devait incarner la force brute et débordante de Porthos. À Edmond, le gamin réfléchi et déjà taiseux, d'endosser la sagesse mélancolique d'Athos. Cavalcade en forêt avec imitation du bruit des chevaux et rênes invisibles tenues au niveau du thorax, posture et sabir 17e épée de bois et chapeau imaginaire à long plumet. Dans ce vert paradis, rien n'y était, tout y était. N'y manquait que les amours enfantines. Les parents imposant aux enfants un entre-soi bourgeois où ne pénétraient que rarement des éléments étrangers à la famille. 20 ans plus tard, ou 20 ans après, alors que Pompidou venait d'investir l'Élysée, un premier hasard faisait que le docteur Laurent installait son cabinet place du Général Catroux, sous l'œil impénétrable du Gascon de bronze. C'était une époque où, deuxième hasard, Edmond portait le cheveu relativement long et s'était coquettement laissé pousser une formidable et anachronique moustache noire et drue, dépassant largement les commissures des lèvres. Edmond était en ce temps-là noir de cheveux, grand, sportif et musclé. L'effet miroir avec D'Artagnan était saisissant. Le matin, depuis la fenêtre de son cabinet, il prenait le temps d'admirer son jumeau de roman se plaçant de facto sous sa protection. Plus d'impatient au sortir de sa consultation, se trouvant subitement face à la statue du héros, se retourna vivement vers la fenêtre du 3e étage, pensant être l'objet d'une drôle de supercherie. Il s'accouda à la rambarde de l'entrée du métro. Le taxi devait être là d'ici 5 minutes, avait promis l'application. La cérémonie était prévue à 15 heures, il était largement dans les temps. Edmond se demanda si sa commissaire divisionnaire préférée, qu'il continuait à appeler ma petite Édith, assisterait même de loin à la cérémonie. Parler avec elle serait le seul agrément de cette funèbre après-midi. En l'embrassant, elle lui dirait « Toujours aussi beau, mon parrain ?» et il lui pincerait la joue comme lorsqu'elle avait 5 ans. Même s'il n'avait plus la prestance de sa jeunesse à 80 ans passés, Edmond était loin d'être décati. En tout cas, il aimait à le croire. Il arrivait encore à taire ses douleurs, celles continues de l'âme, comme celles ponctuelles et récurrentes du corps. D'un côté, il y avait les articulations rabotées, les vertèbres baladeuses, la nocturne hypertrophie prostatique, mais de l'autre subsistait le sourire engageant d'une passante, glanée ici ou là, le regard d'une cycliste au feu rouge qu'il imaginait s'attarder sur lui, et tout de suite il pensait que,
peut-être, éventuellement. Et pourquoi pas, ça s'est déjà vu. Absorbé dans la contemplation de la statue, le docteur Laurent essayait d'imaginer quel vieux aurait fait d'Artagnan ou Athos. Il croyait se souvenir d'une gravure d'époque illustrant le dernier tome de l'épopée de Dumas. Athos, très comte de l'affaire, très noble désargenté, très digne, le cœur à jamais brisé par ses amours funestes, longue silhouette maigre aux longs cheveux blancs, le poing ganté sous le menton, déterminé mais sans espoir. Un guerrier au soir de sa vie. Arbre décharné dans l'ombre d'un soleil couchant, sachant que la mort sera bientôt sa plus fidèle compagne, l'espérant en secret. Mais si le cœur fatigué d'Athos avait définitivement flanché à l'annonce de la mort de son fils le vicomte, Edmond Laurent avait su résister au deuil du sien, victime d'un accident de parapente le jour de ses 18 ans. Il arrive souvent que les héros de romans soient plus tremblants que leurs lecteurs. Edmond attendait la voiture qui devait le conduire au Père-Lachaise et ses pensées rebondissaient, s'appelaient l'une l'autre, se mélangeaient. Sans doute y avait-il quelque chose de funeste à subir cette incroyable chaleur qu'il ressentait confusément comme un châtiment mérité, mais de toute façon, et depuis longtemps, toutes ses pensées avaient en commun l'idée de la fin, sinon de la mort. À l'image romanesque du vieux gentilhomme venait se mêler celle bien réelle de Lulu se fracassant sur les roches de la Sainte-Victoire, celle de la dernière étreinte scellant le divorce violent d'avec sa femme qui avait suivi la perte de leur enfant, celle du dernier rictus déformant la bouche de Julien Rosavin, étendu, mort, sur son lit, dans la chambre automate du Cap-Nègre. Et cette pâleur verdâtre sous la barbe naissante qui instilla le doute dans l'esprit du docteur quant à la cause de son décès. Ce dernier souvenir le taraudait particulièrement. Durant sa longue carrière de médecin, Edmond Laurent avait eu la chance d'être relativement peu confronté à la réalité physique de la mort, et c'était heureux, car à chaque fois qu'il avait eu à se pencher sur un cadavre, il avait eu du mal à maîtriser ses émotions. Edmond avait horreur des cercueils et des enterrements. Avoir à constater un décès le terrifiait et modifiait durablement son comportement. Quand il regardait un cercueil, il ne pouvait s'empêcher d'écarter en pensée les 4 planches pour mieux considérer le cadavre qui reposait à l'intérieur. Une odeur méphitique, totalement fantasmée, dévastait ses narines. Les semaines qui suivaient une telle expérience, il traînait une angoisse agressive, dormait mal, en proie d'absurdes cauchemars, et lui qui buvait déjà trop avait toutes les peines du monde à ne pas avancer l'heure du premier verre. Plus proche d'Athos que de d'Artagnan. Dans le ciel peut-être à jamais bleu, l'énormité du soleil comme un glaive de justice. Le trait bleu engendrait le trait noir, la fragilité des nerfs, l'angoisse. Les pensées se cristallisaient, les images surgissaient, nuées de sauterelles et seins de guêpes autour du docteur, avant de s'évanouir, abandonnant derrière elles un résidu amer, une odeur de sueur aigre. Le docteur Laurent avait peur. Il pétait de trouille et de culpabilité. Il n'osait pas remonter dans son appartement chercher la gourde qu'il avait oubliée après l'avoir remplie d'eau fraîche, en prévision. La voiture risquait d'arriver et de repartir sans lui. Il préférait espérer qu'une petite bouteille l'attende posée sur l'accoudoir de la banquette. Il desserra sa cravate noire, défit le premier bouton de sa chemise, souleva son chapeau et s'essuya le front d'un vieux Kleenex oublié dans sa poche de pantalon. L'instant était très inconfortable et son malaise durerait certainement jusqu'au soir. « Bonjour, docteur !» Il abandonna d'Artagnan pour répondre au salut de sa voisine de palier qui venait de sortir de l'immeuble.
Son accent suisse était délicieux. « Bonjour, Helena. Pas trop difficile avec cette chaleur ?» La belle Helena était enceinte de 6 mois. Jeune, belle, magnifique, jeune, belle. « Non, tout va bien, la vie est merveilleuse, merci, » répondit-elle dans un sourire. « Excusez-moi, c'est la course aujourd'hui. Bonne journée !» Et déjà elle s'apprêtait à traverser le boulevard Malesherbes vers le jardin Solitude. Elle aurait sans doute rougi si elle avait vu la façon dont le bon docteur Laurent la regardait s'éloigner. Jeune, belle, magnifique. L'avenue de Villiers et le boulevard Malesherbes morcellent la place en 4 îlots vaguement jardinés, tous agrémentés de gestes d'artistes. Face à Edmond Laurent se dresse l'hommage à Dumas et son héros gascon veillant sur le piédestal. Sur sa gauche, dans un autre petit espace vert, le jardin Solitude. Un bronze représente Rosalie, l'esclave révoltée, courant pour échapper aux soldats de l'Empire. Au mois de mai, Edmond avait assisté à l'inauguration de la statue et appris son histoire, celle de la mulâtresse Solitude, Rosalie, la rebelle arrêtée enceinte et exécutée au lendemain de son accouchement en 1802 en Guadeloupe. Là aussi, le soleil devait taper fort. Elle avait 30 ans. Helena aussi. Edmond observait Helena s'approcher de Rosalie soutenant pour toujours son ventre plein. Son malaise, un instant dissipé à son contact, reprenait le dessus. Les sauterelles revenaient, et maintenant c'était la panique. Tachycardie, extrasystole, faiblesse des membres, sentiment de culpabilité. L'antillaise et la Suissesse, la noire et la blonde, l'esclave et l'executive woman. Jeune, enceinte, belle, magnifique, innocente et condamnée. Les soldats avaient attendu que la rebelle accouche avant de l'exécuter, mais si là, maintenant, après-demain, demain, un soleil toujours plus gros et plus impitoyable dans le ciel condamnait sa belle voisine, avant même sa délivrance. C'est pour l'épargner lui, le vieux bourgeois, qu'elle dit que la vie est merveilleuse. Les vieux, il faut les ménager, ils s'effraient si facilement. La vie n'est pas merveilleuse, la vie fout le camp. Edmond s'accrochait des 2 mains à la rambarde de la station pour ne pas tomber. Il n'osait pas s'asseoir sur la première marche de l'escalier. Encore une fois, l'angoisse le débordait. Les crises se succédaient depuis le début du mois, crises de palus en palus, asphyxie progressive, mains qui tremblent, vision qui devient floue, pensées incohérentes. Il était au bord de se pisser dessus. Qu'avait-il fait de sa vie pour laisser le monde dans cet état ? Jour après jour, il ferait plus chaud, l'air allait se raréfier, bientôt le quotidien ne serait plus que chaleur et oppression, l'asphalte des trottoirs, le bronze des statues viendrait à fondre, d'immenses lézardes défigureraient les façades, les plus fragiles allaient tomber en premier, les vieux, les enfants, les pauvres seraient les plus exposés, les peuples traverseraient déserts et océans à la recherche d'une herbe encore verte, des émeutes, des guerres allaient éclater, fin du mois contre fin du monde, la vie ne vaudrait rien, ni l'enfance, ni l'amour, on ne ferait plus d'enfants. Sécheresse et tsunami. L'apocalypse annoncée et jamais entendue. Don't look up. Et lui, le vieil hédoniste et ses copains par tous heures de planète étaient les responsables du cataclysme, les coupables, les assassins. Cours, Helena, cours, échappe-toi. Mais non, tu n'échapperas pas, il est trop tard. Parce que j'ai trop joui, ton enfant ne vivra pas. Salaud de moi. Il était maintenant plié en 2 devant l'escalier du métro, son chapeau de paille tombé quelques marches plus bas. De sa bouche ouverte, la salive s'échappait en filets glaireux. Il devait se reprendre et s'efforçait au calme, s'astreignant à de profondes respirations. Une toute jeune adolescente qui montait l'escalier ramassa le chapeau. « Ça va, monsieur ?» Le docteur se redressa péniblement en prenant appui sur la rampe et comprit qui lui parlait. Visage d'enfant sage, longs cheveux châtains, lunettes à monture d'acier, fil de fer cerclant les dents, casquette américaine et sac à dos.
Il s'inventa un sourire de grand-père pour ne pas l'effrayer avec un visage qu'il devinait ravagé. « Merci, tu es gentil. Un petit coup de chaud, mais c'est passé. » Sa voix était tout de même mal assurée. « Vous voulez boire un peu d'eau? J'ai une gourde. » Une torsion du buste, ses épaules débarrassées de son sac. Dans sa main, une gourde rose frappée de petits cœurs blancs. Une voiture noire venait de s'arrêter le long du trottoir, warning allumé. « Tu es adorable, » remercia le docteur. « Mais mon Hubert est là, ils ont des bouteilles d'eau et la clim, ça va aller. Merci 1 million de fois. »« Ça marche, bonne journée, monsieur. » Elle souriait, son appareil ne faisait qu'illuminer son sourire. D'une seconde l'autre, elle disparut. « Cours, cours, mademoiselle. Tu es généreuse, puisses-tu me pardonner. » Ce n'était pas une voiture, mais une oasis. Sur le large accoudoir central de la banquette arrière, 2 petites bouteilles d'eau minérale et un bol en bois ouvragé rempli de dattes et de gâteaux au miel. À côté du bol, un linge humide. Le chauffeur, noir, immense et débordant de son siège avec des épaules semblant vouloir faire exploser son costume, l'accueillit d'un « Monsieur Edmond, pour le Père-Lachaise, bonjour !» Le docteur prit le temps de décapsuler la bouteille avant de répondre. Il commençait à se sentir mieux et à retrouver le calme dans ce lieu clos, frais et luxueux. Tout n'était peut-être pas foutu. « Oui, bonjour et merci. » La voiture s'engagea en silence sur l'avenue de Villiers, frôlant la statue de Dumas. « C'est Alexandre Dumas, lui, » affirma le chauffeur très sérieusement. « Oui, Dumas père, » répondit le docteur entre 2 goulets d'eau. « Alors vous êtes Edmond Dantès ?» Et le chauffeur partit d'un rire immense, en lançant de grands coups de klaxon, comme font les invités d'un mariage entre la mairie et le restaurant. Rire et klaxon se mêlaient, envahissant l'habitacle d'une joie saugrenue mais bienvenue aux oreilles d'Edmond. L'horizon s'éclaircissait, plus de sauterelles ni de culpabilité. Mais le chauffeur tout à coup fit silence avant de demander « Oh, pardon, vous allez peut-être accompagner un parent ou un ami à sa dernière demeure ?»« Non, pas un ami, disons une connaissance qu'on a assassiné, je pense. » « Non. L'homme est mauvais, mais courage, mon ami. Dieu punira les assassins. »